La famille, que la paix soit sur vous. Un honneur, un bonheur, une joie intense de vous retrouver. On va pas se mentir, hein. Ces derniers temps, vous l'avez compris, vous l'avez remarqué, je prends un malin plaisir à travailler sur le fond, dans le silence, pour préparer en puissance notre rentrée qui aura lieu, s'il plaît au Tout-Puissant, fin septembre, sur le terrain politique, géostratégique, médiatique de manière générale. Et donc, c'est vrai que je prends un malin plaisir à travailler dans ce silence-là. Parfois, il n'y a rien de plus puissant que de savoir ce que vous préparez à l'ombre et d'attendre que ça puisse rejaillir au moment opportun. Mais ce qui me force à sortir de ma tanière, au-delà de vos innombrables demandes, mais vous savez que j'agis quand je pense que c'est nécessaire et pas toujours quand on me le demande, mais la réalité des faits est que l'actualité au Mali me pousse, eu égard à un certain nombre de discussions que j'ai eues avec les membres des autorités du côté du Mali, d'accord. Il est important, je pense, que l'on puisse se prononcer sur un certain nombre de points, un certain nombre de sujets ayant trait à la réalité malienne en tant que telle. Donc je vous laisse d'abord vous connecter, d'accord, et on va faire une petite réflexion géostratégique, géopolitique, qui ne durera pas trop longtemps, comme je vous l'ai dit, hein. Gardons le plus de balles possible pour la rentrée par rapport à tout ce qui doit être préparé vis-à-vis de notre combat contre le néocolonialisme de manière générale. Je vous laisse vous connecter, prenez votre temps. Je ne vous ai pas prévenu en plus, je ne vous ai pas averti que je faisais le live, donc c'est tout à fait normal que je vous prenne par surprise en tant que tel. Bonjour à vous tous. Oui, vous m'avez manqué aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Mais bon, ceux qui me voient dans les rues savent très bien, partout où je vais, il n'y a que du love. Il n'y a que du love dans la rue, il n'y a que du love, de l'amour, des mamans, des jeunes, des frères, des papis, des jeunes frères, des enfants. Si on m'avait dit un jour que notre combat aurait pris cette ampleur, j'aurais dit vous mentez. Donc je suis très ému de cette réalité et je ne peux que vous témoigner mon amour le plus illimité. Et pour ceux qui sont en vacances, hein, il y en a qui prennent des vacances, c'est pas mon cas, c'est pas notre cas, mais pour ceux qui prennent des vacances, profitez, d'accord, profitez. Chaque instant comme si c'est le dernier, parce qu'on sait que la vie que nous menons, sauf pour l'oligarchie pour qui tout va bien, mais pour le reste de la planète, pour mon peuple en priorité, mais pour tous les prolétaires du monde entier, la vie est loin d'être simple. C'est un euphémisme et on est obligé, malheureusement, de le constater. Bon, je vois que vous êtes en train de vous connecter, donc on va pouvoir commencer, d'accord? Et les autres nous rejoindront de toute façon en chemin. Je parlais du Mali sur un aspect bicéphale. Le premier aspect sur lequel je vais parler, qui me paraît l'un des plus importants, c'est l'histoire des mercenaires, des 49 mercenaires. Je ne me suis pas prononcé, si vous avez remarqué, depuis un certain temps, un certain nombre de semaines, même, oui, on peut le dire ainsi, en ce qui concerne cette question des mercenaires qui a fait le tour de l'actualité. Je ne me suis pas prononcé parce que j'ai une telle confiance aux autorités maliennes et parce que je connais les choses un peu plus de l'intérieur. Je sais dans quel cadre ils le font, je sais quel est le rythme, je sais quelle est l'orientation, je sais quelle est la direction. Et donc, il était important qu'on laisse le temps judiciaire s'organiser et s'opérer. Mais je pense qu'il est important qu'il puisse y avoir une déclinaison sur le terrain analytique, sur le terrain géopolitique, sur le terrain géostratégique en ce qui concerne ce qui se passe au Mali et qui est loin d'être quelque chose de fortuit. Ce n'est pas quelque chose de gratuit. C'est quelque chose qui s'enracine malheureusement dans la complexité géostratégique que connaît notre population sur le continent africain et in extenso dans la diaspora. Alors, vous l'avez tous compris, il y a eu en effet 49 militaires ivoiriens qui ont été interpellés à l'aéroport de Bamako, d'accord, et qui ont été considérés comme des mercenaires par le régime malien. C'est important qu'on puisse le dire. Tout de suite, on a eu des cris d'orfraie, on a eu des gens qui ont dit « mais comment quelqu'un qui veut faire un coup d'État va passer par l'aéroport? Si quelqu'un veut faire un coup d'État, il passe par la forêt, il passe par les frontières terrestres, etc. Il ne va pas passer par l'aéroport. Coucou, je vais faire un attentat ou je vais faire un coup d'État. » Ce sont des arguments qui s'entendent. Mais maintenant, j'aimerais qu'on pousse beaucoup plus loin la réflexion, d'accord? J'aimerais qu'on pousse beaucoup plus loin la pensée politique sur ce terrain, parce qu'en réalité, ce qui se passe là, c'est bien loin, ça va bien au-delà d'une question de militaire. On est dans un conflit géopolitique plurisectoriel. Quand les militaires ivoiriens viennent au Mali, il y a quelque chose qui doit être... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la probité intellectuelle et donc la démarche objective. Ce qui m'intéresse, c'est l'analyse des faits. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse avoir du recul, une distance critique et ne pas être dans la passion aveugle. D'accord? S'il y a quelque chose qui ne va pas d'un côté comme de l'autre, je le dirai. Et je pense que pour me connaître, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Ce qui se passe, le constat il est des plus glacial. Les militaires et les mercenaires, comme les appelle le gouvernement malien, mais les militaires ivoiriens qui sont venus n'étaient pas en règle. Et ça, même les alliés, c'est très important ce que je dis, retenez-le bien, même les alliés
du gouvernement ivoirien reconnaissent que les militaires ivoiriens n'étaient pas en règle. La venue des militaires ivoiriens arrive dans un contexte où, parce que la France a perdu du terrain, et vous allez comprendre pourquoi je parle du gouvernement français maintenant, il y a comme par hasard une recrudescence d'attentats. Ça va me permettre de revenir tout à l'heure sur la deuxième partie de la locution d'aujourd'hui qui consistera à parler de la plainte que les autorités maliennes lancent auprès de l'ONU, d'accord, en ce qui concerne le comportement de la France dans le renseignement vis-à-vis des terroristes, etc., etc., et la livraison d'armes. D'accord. Depuis que la France a perdu du terrain, il y a une recrudescence de violence, d'attentats, de tentatives de meurtre des autorités maliennes. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de le dire, d'accord. Tout est fait pour tuer ce régime, parce que ce régime, s'il fait tache d'huile et s'il inspire les autres régimes, le néocolonialisme est terminé. Et c'est pour ça qu'il lutte contre nous, je dis nous, en parlant du gouvernement et de tous les activistes politiques qui luttent sur le terrain concrètement pour que la vérité panafricaniste puisse se propager dans le cœur des gens. Et donc, en partant de cette analyse-là, d'accord, lorsque ces 49 militaires sont arrêtés, ils sont arrêtés sur un élément factuel. Aucun militaire n'a le droit de venir avec des armes sans une autorisation prérequise. Vrai ou faux? La réponse, vous et nous, on la connaît. J'ai entendu des gens qui disent « Oui, mais Kémy, même s'ils n'étaient pas en règle, mais est-ce que tu penses vraiment qu'ils étaient venus pour... » C'est pas la question. La question, c'est sur le domaine du droit. Quelqu'un vient, des gens viennent avec des armes lourdes, passent par l'aéroport, en partant, en provenant d'un pays, et c'est là où ça devient intéressant, d'un pays dont le président n'a cessé, depuis que le régime malien a pris le pouvoir, n'a cessé de tout faire pour poser des sanctions contre le gouvernement malien, n'a cessé de tout faire pour paupériser la population malienne, pour que la population malienne, comme ils l'ont fait à Cuba, comme ils l'ont fait en Iran, comme ils l'ont fait à différents endroits, les pressions, les déstabilisations financières pour pousser la population à se retourner contre les dirigeants locaux. Ça n'a pas marché, parce que le peuple malien est un peuple digne, le peuple malien est un peuple courageux, le peuple malien est un peuple d'une honnêteté et d'une profondeur morale qui dépasse l'entendement. La stratégie d'Alassane Ouattara et de ses sponsors, en l'occurrence Emmanuel Macron, son petit-fils mais qui fait office de son patron, ça n'a pas marché. Et donc les militaires émanant de ce même pays où le gouvernement de Côte d'Ivoire est le pion numéro 1 et le Real de Madrid du néocolonialisme et la superpuissance du néocolonialisme et l'outil numéro 1 de l'oligarchie française, quand vous avez des militaires qui viennent en n'étant pas en règle, en provenance d'un pays qui fait tout pour vous détruire et vous combattre, vous pensez que le gouvernement malien, c'est des macaques? Vous pensez que le gouvernement malien, ils vont observer comme ça, ils vont dire oui, rentrez. Respectez un peu les gens. Respectez un peu les gens. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas venus pour faire des attentats, la question ne se pose même pas sur ce terrain-là. À partir du moment où ils ne viennent pas en règle et qu'ils proviennent d'un pays qui a tout fait pour détruire le Mali, le gouvernement malien est en droit complet d'exiger des excuses et d'exiger que le gouvernement ivoirien reconnaisse qu'ils ne sont pas venus en règle, ce que tout le monde sait. C'est important qu'on le dise. Tout le monde sait que les militaires ne sont pas venus en règle. Est-ce qu'ils sont vraiment venus pour faire des attentats? Sincèrement, ce n'est même pas le postulat de la réflexion, ce n'est même pas le sujet du débat. Moi, j'ai envie que tout Africain qui est en difficulté, qui est arrêté et qui n'a peut-être pas commis ce dont on l'accuse, j'ai envie qu'il rentre. Là n'est pas le souci. Mais ce dont on les accuse, c'est d'être venus dans des conditions illégales. Et un militaire qui vient dans des conditions illégales, dans un pays qui est en proie aux attaques terroristes depuis que le sponsor du terrorisme, en l'occurrence l'oligarchie française, a été chassé, il est tout à fait normal que ces militaires soient appréhendés. Ça, les militaires qui sont arrêtés à l'heure actuelle au Mali, il faut qu'ils s'en prennent au gouvernement Ouattara. C'est eux les responsables, ce n'est pas le gouvernement malien. C'est important qu'on le dise. Si on ne le dit pas, on n'a rien dit. Si on ne l'expose pas, on ne dit pas les choses de la manière la plus claire, la plus explicite. Or, nous sommes là pour dire la vérité. Nous sommes là pour agir et pour nous exposer, nous prononcer avec clarté. Donc quand j'entends des gens, notre messagerie, sur notre page de plus d'1 million de personnes, notre messagerie remplie, oui Kémy, il faut que tu te prononces, oui mais Kémy, est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un peut venir à l'aéroport pour faire un coup d'État? La question n'est pas est-ce qu'ils sont venus à l'aéroport pour faire un coup d'État ou pas, la question est 2 facteurs. Premier facteur, ils viennent d'un pays qui fait la guerre économique, la guerre politique, la guerre diplomatique au Mali depuis le début de la prise de pouvoir du camp d'Assimi Goïta, qui aujourd'hui a montré, je l'ai dit, c'est mon frère, Assimi Goïta et le gouvernement malien ont pris leurs responsabilités. Aujourd'hui, ils donnent la fierté à un certain nombre d'Africains. Il faut qu'on soit capable de l'accepter. Et si lui ne parle pas pour diverses raisons qui lui appartiennent, nous, on va dire les choses qui se doivent d'être dites. Et ils savent pourquoi on le fait.
Donc, aujourd'hui, le gouvernement ivoirien doit présenter ses excuses au gouvernement malien. Et quand il présente ses excuses au gouvernement malien, il présente ses excuses parce qu'ils sont soi-disant à cheval sur les règles, alors que eux-mêmes, Ouattara qui parle de respecter les règles, de respecter la Constitution, le plus grand violeur de Constitution, d'accord, le plus grand violeur des droits africains. Parlons des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire qui sont arrêtés jusqu'à aujourd'hui, d'accord, sur lesquels M. Dramane Ouattara ne se prononce pas. Il n'y a que les patrons qui sont libérés, etc. Mais les autres, ceux qui ont risqué leur vie pour une autre Côte d'Ivoire, sont encore aujourd'hui incarcérés. Ça aussi, il faut en parler. Donc, il donne des conseils de respect des droits, mais ne les respecte pas. Il envoie des militaires sans la légalité, d'accord. Et après, il pense que les gens vont accepter, sous prétexte que la Côte d'Ivoire est une puissance économique sous-régionale. Non, respectez les Africains. Respectons-nous. Alassane Ouattara a choisi un camp. Quand il parle, quand il agit dans la sous-région, il agit en tant que le porte-parole de l'oligarchie française. Et il est imité aujourd'hui par le président du pays auquel j'appartiens, Patrice Talon, qui essaye d'être un micro-Ouattara, qui aujourd'hui, lui aussi, veut tout faire pour avoir le plus grand nombre de partenariats économiques, et évidemment avec la France, parce que malheureusement, dans un système de suprématie de la France, de suprématie de l'oligarchie française, dans un système de France-Afrique, ceux qui sont les plus proches de la France, ceux qui sont les plus amoureux de la France, ceux qui font preuve de la plus grande soumission vis-à-vis des intérêts français, ça sera ceux qui seront le plus accompagnés dans le cadre de ce que l'on appelle le développement, dans l'acception, bien évidemment, occidentale. Il faudra un jour qu'on redéfinisse le terme de développement. Développer par rapport à qui, par rapport à quoi, ressembler à l'Occident en tant que tel. Si c'est ça votre développement, gardez-le. Un certain nombre d'entre nous, on n'en veut pas. C'est important, je ferme la parenthèse. Donc les 49 militaires qui sont arrêtés, quand j'entends des gens qui disent qu'Émi, il faut que tu te prononces, c'est injuste, ils ne sont pas être arrêtés. Si. Il faut qu'ils soient arrêtés et les seuls qui peuvent faire en sorte qu'ils ressortent, c'est le gouvernement ivoirien à partir du moment où ils présenteront leurs excuses et exprimeront devant la place publique, sur la place publique, qu'ils ont fauté, qu'ils n'ont pas encadré le déplacement de ce contingent militaire de la manière légale. Tout le monde le sait, les gens de toutes les institutions internationales le savent, tout le monde le murmure, que le gouvernement ivoirien a fait une faute monumentale sur ce terrain-là. Et quand le gouvernement malien, maintenant on vient dans le vif du sujet, demande ses excuses, personne n'est naïf. Tout le monde sait que ce n'est pas simplement parce que ce sont des militaires qui veulent faire un coup d'État, etc. Ça va beaucoup plus loin. Le gouvernement malien exige des excuses du gouvernement ivoirien pour son rôle au sein de la France-Afrique, pour son rôle dans la volonté de tuer la révolution panafricaniste. Et c'est une arme de pression. C'est une arme de pression qui est faite pour que les autorités ivoiriennes, devant tout le monde, changent leur attitude de soumission vis-à-vis de la France. C'est pour ça que le gouvernement malien est en train de serrer le poing, est en train de densifier aujourd'hui les négociations, en train de durcir les lignes de cette négociation, parce que le gouvernement malien ne veut pas tergiverser face à ceux qui sont le poison. Avant, c'était Houphouët qui était le poison de la sous-région. Demandez à Thomas Sankara, paix à son âme, d'accord, dont le meurtrier d'ailleurs est hébergé par Alassane Dramane Ouattara. Ok, c'était celui que l'on sait, Houphouët. Aujourd'hui, le pion de l'oligarchie française numéro 1, c'est Alassane Ouattara. Et donc le gouvernement malien demande à Alassane Ouattara de s'excuser pour son comportement visant à saper les efforts patriotiques de la nouvelle génération panafricaniste qui veut se prendre en charge, qui veut être respectée, qui veut être écoutée, qui veut être acceptée. C'est de ça dont il s'agit. J'ai une pensée pour les militaires qui sont arrêtés. J'ai une pensée pour leurs familles. Je veux que vous sachiez que ceux qui sont innocents, ceux qui n'ont rien fait, qui se retrouvent dans un imbroglio géopolitique à cause de l'irresponsabilité du gouvernement ivoirien, je veux que vous sachiez que nous pensons à vous. Vous êtes nos frères, nous vous aimons. Mais il faudra aussi que vous réfléchissiez à l'avenir. Ne vous engagez pas dans une armée juste pour être militaire quand vous savez que le président que vous servez est un président qui est l'outil numéro 1 de ceux qui pillent notre continent. Réfléchissez aussi à cela. À un moment donné, il faut que chacun assume la portée de ses actes. Et ça, c'est valable pour tous les militaires. Soit vous vous soumettez à la justice du peuple, soit vous vous soumettez à la corruption de nos élites. Dans l'un des cas comme dans l'autre, une chose est certaine, l'histoire vous jugera pour les actes que vous aurez posés. Assimi Goïta a pris ses responsabilités. Un certain nombre de militaires africains dans l'histoire ont pris leurs responsabilités. Il ne tient qu'à vous de prendre les vôtres, mais arrêtez de servir des gens qui dépouillent notre continent, qui pillent notre continent, qui vident les ressources de notre continent pour vivre de manière agréable pendant que leur peuple vit en dessous du seuil de pauvreté. Demandez à Patrice Talon de quoi il en retourne, il sait très bien de quoi je parle. Il le savait quand il
Il était déjà en train d'accaparer toutes les ressources de l'État au Bénin, d'accord? Et il le sait encore plus aujourd'hui maintenant qu'il est président. Et c'est la même chose pour Ouattara, c'est la même chose pour tous ses dirigeants. Pour tous ses dirigeants. C'est important qu'on le dise. Et dans la suite logique donc de ce conflit géopolitique, au sein duquel donc les 49 militaires ivoiriens, mercenaires ivoiriens, parce qu'ils sont c'est du mercenariat que de travailler pour quelqu'un, d'accord, qui ne sert pas les intérêts de l'État. C'est du mercenariat que de travailler pour quelqu'un qui lui-même sert les intérêts privés de l'oligarchie occidentale. C'est du mercenariat. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est du mercenariat. Et donc le terme de mercenaire est un terme malheureusement qui est légitime, même si certains le servent sans réfléchir à la portée de leurs actes. Et on espère qu'ils changeront avec le temps. Je ferme la parenthèse, je passe à la deuxième étape de la réflexion. La deuxième étape de la réflexion va dans le cadre de la plainte, mais en réalité c'est un continuum par rapport à la première partie que je viens d'évoquer, de la plainte qui est en cours d'être déposée par les autorités maliennes auprès de l'ONU pour dénoncer les agissements de l'oligarchie française contre le Mali. Tout le monde a remarqué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la recrudescence d'attentats démentiels à Kati, d'accord, et ailleurs au Mali pour tout faire pour détruire les autorités maliennes. Réfléchissez bien à ce que je dis. Pour détruire les autorités maliennes. D'accord? Des attentats, il y avait déjà des attentats avant, mais là, on était à niveau 5, on est passé à puissance 10, comme par hasard depuis que la France est partie. Et les autorités maliennes le disent de la manière la plus simple. Les autorités françaises livrent des informations sur le renseignement, d'accord? Livrent des armes de surcroît aux terroristes, pour que ces terroristes puissent mieux frapper la junte, parce que les autorités françaises ont tout intérêt à ce que cette junte tombe. Emmanuel Macron qui vous disait avec son et je souffre quand je pense à lui, Achille Bembe, quand j'étais jeune, je le lisais, je le prenais comme une référence intellectuelle. Quand je vois ce qu'il est devenu, j'ai la nausée. D'accord? Emmanuel Macron qui vous disait la France-Afrique est terminée alors qu'il est en train de la renouveler, lui et tous ses pitres. D'accord? De l'intelligentsia compatible avec les intérêts de l'autorité française. Je sépare l'oligarchie française du prolétariat français qui n'a rien demandé et que je salue avec amour et fraternité. Soyons précis aussi là-dessus. D'accord? Donc, il y a aujourd'hui, dans le comportement des autorités françaises, une volonté de densifier, de donner le plus de moyens possibles aux forces terroristes pour que celles-ci déstabilisent le Mali, pour que la France puisse se réinstaller, parce que le Mali est un lieu géostratégique extrêmement puissant, dont la France a besoin pour pouvoir rayonner et pour pouvoir sécuriser l'accès aux ressources. C'est de ça dont il s'agit. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez rien compris. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez rien compris. Donc, quand vous analysez cette situation, quand vous comprenez cette situation, quand vous comprenez que la France qui vient dépenser de son temps, qui vient distribuer des bons points, de mauvais points de démocratie, alors qu'elle-même, elle est la force armée et la force financière qui soutient le terrorisme, quand on sait que c'est cette même oligarchie française qui, accompagnée des États-Unis, a assassiné Kadhafi de telle sorte que cela a dérégulé aujourd'hui le Sahel, a détruit la Libye et dérégulé le Sahel, et ce sont ces mêmes personnes qui ont mis le feu au Sahel qui viennent vous dire on a les conseils pour savoir comment éteindre le feu. Mais vous vous moquez de qui? Et il y a une triangulation, c'est-à-dire que l'oligarchie française surfe évidemment sur le financement des forces terroristes, évidemment, d'accord, et parallèlement à cela, surfe sur les trahisons endogènes, d'accord, sur les trahisons de certaines de nos élites, d'accord. Et j'ai une pensée pour l'imam Dicko. Je suis très déçu. Et quand on parle de la France-Afrique, elle est polymorphe. L'imam Dicko a loué, il n'y a pas longtemps, au Mali, qui est donc l'un des plus grands opposants, imam Dicko, du régime, a loué, il n'y a pas longtemps, Patrice Talon, en disant qu'il écoutait, en langage diplomatique, je vais vous décrypter ça, qu'il écoutait le peuple. Laissez-moi mourir de rire quand on sait que les prisonniers politiques au Bénin, à part quelques-uns qui ont été libérés, d'accord, évidemment c'est une réalité, mais les prisonniers politiques qui lui posent problème sont incarcérés et il ne compte pas les sortir. Ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas sa stratégie, d'accord? Il a libéré quelques-uns, mais il y en a un certain nombre qui sont encore là. Talon n'écoute personne, on n'est pas en démocratie, on est en taloncratie. La gauche, les partis homologués à gauche au Bénin, ce sont des gens qui font partie du régime Talon. Les gens qui sont à droite sur l'échiquier politique au Bénin qui sont homologués, ce sont des partis qui sont pro-Talon. Les médias, tous les médias béninois, si vous allumez la télé, vous voyez un média béninois, 99% de ces médias béninois sont des médias qui sont sponsorisés par Patrice Talon. C'est de ça dont il s'agit. On est dans une taloncratie, dans une dictature néolibérale, dans une dictature capitaliste extrémiste, d'accord? Donc quand j'entends Imam Dicko qui dit « on a la chance d'avoir un président qui écoute les gens », respecte-nous aussi, Imam Dicko. Mais on sait pourquoi tu dis ça. Parce qu'il y a aujourd'hui
un soutien. On ne sait pas de quelle portée, mais un soutien du régime Talon, sans aucun doute, vis-à-vis de toi. Parce que tout est fait pour te soutenir, toi, et l'oligarchie française, et aussi les ennemis du régime malien, d'accord, notamment les Talons et compagnie, te soutenir, toi, contre le régime Goïta, pour que tu puisses faire tomber le régime Goïta et prendre le pouvoir à sa place, toi qui es beaucoup plus lié et accepté par l'oligarchie française. Au départ, tu l'étais pas trop, tu faisais peur. Mais quand ils ont vu la détermination panafricaniste du régime malien, maintenant ils sont prêts à te soutenir, toi qu'ils qualifiaient d'islamiste il n'y a pas longtemps. Réfléchis, Imam Dicko. Ils te soutiennent aujourd'hui, ils te descendront demain. C'est de ça dont il s'agit. Ils te soutiennent aujourd'hui, ils te descendront demain. Tout comme, à un moment donné, ils ont dit qu'ils étaient avec Kadhafi, à la seconde où ils ont pu l'assassiner, ils l'ont fait assassiner. C'est de ça dont il s'agit. Le démon ne changera jamais. The devil will always be the devil. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. D'accord? Et on sait que le soutien de Talon, c'est le soutien de la France-Afrique. La salutation diplomatique que tu lui donnes, c'est cette triangulation France-africaine, clairement, simplement, qui est en train de s'exprimer, de se matérialiser à travers vous. Mais nous, on vous observe. Nous, on est sur le terrain. Nous, on travaille sur le fond. Et je vous dis que la révolution panafricaniste va tous vous balayer. Ça va tous vous balayer. Tous ceux qui s'opposent au vent de la dignité africaine, tous ceux qui s'opposent au vent de la justice africaine, tous ceux qui s'opposent au fait de rendre l'honneur à nos martyrs que la France-Afrique a assassinés, on va vous balayer. On va vous balayer. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le prix de la liberté. Vous nous avez mis en prison, nous sommes toujours debout. Vous nous faites surveiller par tous les services de renseignement, nous sommes toujours debout. Vous faites tout pour harceler nos proches, nous sommes toujours debout. Vous envoyez des menaces de mort, nous sommes toujours debout. Et on verra le bout. Et ce bout, on le verra quand vous-même vous serez à genoux. Vous finirez par comprendre. Nous vous surveillons, nous nous préparons, nous nous organisons, nous sommes déterminés et nul ne pourra nous arrêter. Ils finiront par comprendre.